Alors pour ce milieu du mois d'août, quasiment, nous allons vous offrir une petite friandise, une connerie intersidérale, telle que le cinéma américain, ou plutôt l'industrie cinématographique et télévisée américaine est capable d'en produire. Mais avant d'en dire davantage, je vais vous laisser voir, tout simplement. C'est une séquence qui est très courte. Elle est tirée d'une série américaine qui est diffusée en ce moment même sur la plateforme Netflix. Il s'agit là d'un extrait du début de l'épisode, je ne sais plus lequel d'ailleurs, de l'épisode 7 de la saison 5. Et donc, voyez ça. Let me look at you. What's your name? Malik Sharif. Where you from, Malik Sharif? Iran. I see. And how does an Algerian find himself so far from home? I traveled to Zawiya. Boat passage across the water to Lesbos. Alors pour ceux qui ne parlent pas suffisamment l'anglais, et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire tous les sous-titres, nous allons vous repasser cette séquence une nouvelle fois. Let me look at you. What's your name? Malik Sharif. Where you from, Malik Sharif? Iran. I see. And how does an Algerian find himself so far from home? I traveled to Zawiya. Boat passage across the water to Lesbos. Alors l'extrait que vous avez vu là à deux reprises est donc extrait d'une série intitulée Blacklist. C'est une série qui dure déjà depuis quelques années et qui par ailleurs est tout à fait intéressante. Pas beaucoup d'aspects, mais bon, j'en parlerai pas maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est juste ce passage. Dans ce passage, on voit deux choses. Une première chose, c'est que, pour illustrer, parce que je resitue un peu la situation, c'est que dans cet épisode, il est question d'un grand trafic de migrants à l'échelle internationale qui fait venir des hordes d'envahisseurs aux États-Unis d'Amérique. Bien. Et pour montrer en quelque sorte personnifier le migrant, on montre quoi? On montre qui? Un Algérien. Donc, l'Algérien est censé représenter le migrant, y compris aux États-Unis. C'est déjà, naturellement, comme nous l'avons expliqué 500 fois, c'est déjà inexact en France. Encore une fois, il suffit de regarder qui arrive pour voir que ce n'est pas des Algériens, ni des Nord-Africains, ni d'une façon générale, ni des Moyen-Orientaux. C'est inexact. Ce sont évidemment des subsahariens massivement, mais pas exclusivement. On peut rajouter des gens qui viennent du sous-continent indien ou des Chinois. Bien. Mais dans cet extrait, et dans le contexte de l'épisode, on veut personnifier l'immigration à l'échelle planétaire par l'Algérien. Je reviendrai plus tard sur la raison de ce choix. Ensuite, bon, soit, disons que c'est les Algériens qui migrent partout, qui envahissent la planète entière, en Europe, sur la banquise, aux États-Unis, enfin bref, en Amazonie, etc. Bon. Mais c'est quoi cet Algérien? Franchement, c'est quoi cet Algérien? Vous avez vu. Donc ces abrutis d'Américains pensent qu'un Algérien, puisqu'il vient d'Afrique, donc est noir, un subsaharien. Pour ces crétins, un Algérien est un subsaharien. Voilà.
C'est pour ça que je vous ai parlé de bêtises intergalactiques, parce que là, on sait vraiment plus quoi faire ni plus rien dire. Bon, tout le monde sait que les Américains, le système scolaire, universitaire, le système intellectuel aux États-Unis est une pure et simple calamité. On se souvient des émeutes de 2005, où la presse américaine, la télévision américaine, trouvait le moyen de, en présentant des cartes de l'Hexagone, était capable de mettre Paris à Marseille, Marseille à Tourcoing, Toulouse à Strasbourg, enfin, etc. C'est vraiment des abrutis finis. Bon, et si ce n'était que ça serait encore pas grand-chose. Hein, il suffit de voir ce que, par exemple, leurs géopolitologues, leurs soi-disant experts, ont construit comme modèle de géopolitique. Hein, le fameux Grand Moyen-Orient, qui est une région totalement délirante qui part du Maroc, de l'Atlantique, et qui va jusqu'en Afghanistan. Vous imaginez le truc, hein? C'est-à-dire les catégories issues de la géopolitique impérialiste classique, disons britannique et française, qui distinguaient Proche et Moyen-Orient, et Extrême-Orient pour l'Orient tout court. Les Américains, eux, en ont fait une... Et d'ailleurs, au passage, les Britanniques et les Français distinguaient l'Afrique du Nord. Hein. Ils ne la mêlaient pas ni au Proche ni au Moyen-Orient, bien sûr. Les Américains, eux, en ont fait une sorte de ragoût, là, comment dit-on déjà, tchak-tchoka, hein, comment on dit en français, là, une ratatouille. Hein, une ratatouille. On met tout, on mélange tout, on balance comme ça. Voilà. Et donc, la précision, le rapport avec le réel des Américains est à peu près égal à 0. D'ailleurs, si vous voulez savoir où en sont les Américains et où est-ce qu'ils vont, je vous conseille absolument de voir le film Idiocratie, hein, qui est un pur chef-d'œuvre sur ce qu'est en train de devenir l'Amérique et ce qu'elle va devenir assurément dans très peu de temps. C'est-à-dire un pays d'abrutis. Bon, et là vous en avez un bel exemple. Alors pour expliquer le motif, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire de représentant du migrant à l'échelle mondiale l'Algérien, l'explication est simple. Hein. Il se trouve, pour ceux qui connaissent la série, qu'il y a très souvent des références à la France. Hein. Le héros de la série, qui est un grand criminel, qui collabore avec le FBI et qui en même temps mène ses affaires, fait prospérer ses affaires de criminel, fait souvent des références à la France, à la gastronomie, aux villes, enfin bref, c'est, disons, un francophile. Et s'il en est ainsi, c'est que ceux qui ont fait la série sont réellement des francophiles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thème de l'envahisseur algérien est un thème qu'ils ont pris en France. Hein, c'est en France, c'est plutôt les Français, et pas seulement la merde néo-S, ça va beaucoup plus loin, qui se sont fixés à une représentation selon laquelle l'immigration, le migrant, ça serait un Algérien. Ce qui est une folie, mais vraiment absolument incroyable. Bon. D'ailleurs, la France influence beaucoup les États-Unis dans le n'importe quoi. J'en parlerai pas aujourd'hui, nous ferons une vidéo spécifique sur le sujet, mais pour ceux qui ont vu la dernière tuerie qui s'est produite aux États-Unis, enfin il y en a eu deux, mais je pense en particulier à celle d'El Paso, où un suprémaciste blanc est allé buter 22 personnes à El Paso. Hein. La ville s'appelle El Paso. C'est une ville en réalité qui est au Texas, mais qui en réalité est mexicaine d'origine. C'est-à-dire que les Mexicains qui à El Paso sont de nationalité américaine, mais ils sont d'origine mexicaine. Ils ont toujours été là. C'est les États-Unis d'Amérique qui ont annexé par la force le Texas. Bon, donc les gars sont chez eux. Bon, il est allé les buter quand même sur place. Bon, passons. Ce type a publié un manifeste où il y a des choses bon, qu'on pourrait qualifier de réelles. Hein. Bon, pour ceux qui ont été un peu informés sur le contenu du manifeste. Mais il y a une référence
au thème qui est typiquement français, qui est né dans la connerie typiquement française, qui est le thème du grand remplacement. Hein, qui est la production de Renaud Camus. Bien. Donc voilà. Les Américains sont influencés par le crétinisme français. La réciproque est vraie. Hein. Les Français sont très influencés, de façon générale, dans le monde entier, par ce qu'on appelle l'américanisation, qui est une façon de parler du moment actuel. Enfin, quand je dis actuel, ça fait déjà maintenant quasiment un siècle, de la domination du capitalisme et de l'impérialisme américain. Mais par exemple, comme thème qui avance beaucoup en France et qui nous vient directement des États-Unis, c'est bien sûr le baratin antiraciste généralisé, mais c'est aussi des thèmes comme les LGBT. Hein. Toute la folie LGBT qui se déploie aujourd'hui en Europe occidentale et en France en particulier vient de là. Mais la réciproque existe. Il y a une influence française sur les États-Unis, et cette influence se manifeste par l'extrait que nous venons de vous montrer de la série Blacklist et par l'histoire de l'attentat, enfin de la tuerie qui s'est produite là récemment au Texas, sur laquelle nous reviendrons plus tard sur la question de la violence aux États-Unis. Bon. Voilà. Donc c'est ça l'explication. Hein. Premièrement, le migrant, la figure du migrant universel, c'est l'Algérien. Ce qui est de la pure folie, puisque ce n'est même pas le cas en France. Ce n'est même pas le cas en France. Et deuxièmement, l'Algérien, c'est un noir. Parce que, évidemment, comme les gens voient des noirs, ils se disent, bon, il faut quand même que l'Algérien ressemble à un noir. C'est ce qui a permis, hein, c'est aussi fou que ça puisse paraître, c'est ce qui a permis de faire croire, depuis des années en France, en Italie, en Allemagne, partout, de faire croire que l'invasion présente subsaharienne est une invasion d'Arabes, de Syriens. Voilà. Mais le thème nord-africain, vraiment, il sert beaucoup. Hein. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne. Après que Mme Merkel ait fait venir 1,5 million de migrants divers, il y avait eu, quelques mois après, il y avait eu à Cologne, me semble-t-il, pendant les fêtes de fin d'année, il y avait eu des problèmes, notamment, soi-disant, des viols, etc. Enfin, quand je dis soi-disant, une partie est avérée et l'autre plutôt contestable. Mais quoi qu'il en soit, les autorités allemandes avaient fait porter la responsabilité de ça, de ces viols, de ces agressions sexuelles ou de ces harcèlements sexuels, aux Nord-Africains. Je répète, aux Nord-Africains. Pas aux 1,5 million de migrants qu'ils avaient fait venir. Pas du tout. Aux Nord-Africains. C'était plus simple, évidemment, de faire porter la responsabilité sur les Nord-Africains plutôt que sur les migrants qui venaient d'arriver. Évidemment, sinon c'était Mme Merkel et son gouvernement de tarés qui sautaient. Bien. Mais d'où est venu aux Allemands de faire porter le chapeau aux Nord-Africains? Eh bien, de France. De France. Toute l'aberration anti-nord-africaine que vous voyez partout, c'est une production française. Voilà. Il faut savoir tout ça. Alors, dans le même genre aberration télévisuelle américaine, je veux parler brièvement d'une série américaine qui est elle-même toujours disponible, je pense, sur la plateforme Netflix. Et cette série s'appelle Odyssée. Odyssée. Comme l'Odyssée d'Homère, bien sûr. Mais en moins intéressant que l'Odyssée d'Homère, bien sûr. Bien. Alors, dans cette vidéo, dans cette série, il est question d'un groupe des forces spéciales américaines qui sont intervenus dans le Sahara, dans le Sahel, puis qui ont été trahis par leur commandement et qui essayent donc de révéler la vérité d'un complot, etc. Bon, disons que c'est un thème assez classique dans le cinéma, la littérature et les séries télévisées. Le thème du gouvernement qui en fait
et le gouvernement américain, bien sûr, qui est la cause centrale des problèmes de l'Amérique. Ce qui est une évidence. Je veux dire que le cinéma, etc., américain, la littérature, hein, ne font que dire que la stricte réalité. Voilà. Bien évidemment, le malheur des Américains, c'est d'abord la responsabilité, fondamentalement, du pouvoir américain. Bon, mais je n'en dis pas plus sur cette question maintenant. Je reviens à ce feuilleton, cette série qui s'appelle Odyssée. Alors, je le cite juste pour vous donner encore un autre exemple de stupidité, d'aberration américaine. J'aurais déjà donné une énorme il y a un instant, avec Blacklist, et en voici une deuxième. Alors, l'héroïne, parce qu'il s'agit d'une dame, des forces spéciales, qui réussit à échapper à une tentative de liquidation, etc. Et donc part en aventure au Mali. Alors c'est pas très clair, hein, encore une fois, leur conception de la géographie étant très fluide, si je puis dire. Donc on est, disons, c'est un voyage dans le Sahara, dans le Sahel, etc. Mais bon, ensuite on est cette personne, c'est l'héroïne de cette série, se retrouve à Bamako. Et qu'est-ce qui se passe à Bamako? Eh bien, à Bamako, on entend parler des gens, la série nous montre des autochtones, c'est-à-dire des Maliens Bamako, qui parlent tous l'arabe classique. Ils ne parlent pas bambara, ils ne parlent pas je ne sais quelle langue locale, non, ils parlent, c'est même pas l'arabe dialectal, ils parlent tous l'arabe classique. Hein, vous pouvez aller voir, vous allez vérifier, ils parlent l'arabe classique. Donc, selon les abrutis américains, au Mali, n'importe quel Malien dans la rue, il parle l'arabe classique. Incroyable, hein? Eh ben, c'est comme ça. Et donc, dans cette histoire de... Ou alors, je veux dire, on veut représenter un peu... En fait, on montre des Maliens, ça se passe en partie à Bamako et dans le Sahara, le Sahel, etc. Et en même temps, on fait des références très permanentes aux Nord-Africains, aux islamistes, aux terroristes nord-africains. Parce que le Nord-Africain, ou bien il est terroriste, ou bien il est black, ou bien on ne sait pas trop quoi. Enfin, c'est jamais un Nord-Africain normal. Hein, ce que nous connaissons, nous. Non, c'est toujours autre chose. Bon, enfin, passons. Oui, alors, la seule personne nord-africaine, enfin, il y en a deux, qu'on voit réellement, c'est un jeune homme qui va servir un peu de guide à notre héroïne américaine. Et c'est le deuxième personnage, c'est en fait un homme, mais qui est un travelot, hein, déguisé en femme. C'est donc un rebeu déguisé en meuf, qui tient une espèce de lupanar, un truc underground, et qui est donc ce travelot Noraf et l'amant d'un général malien. Voilà. Voilà à peu près le niveau d'imagination des auteurs de cette série américaine. Ça vaut le coup d'œil, hein. Je vais rigoler un peu, il faut y aller. Alors maintenant, je souhaiterais aborder, dans la même veine cinématographique et grand n'importe quoi cinématographique, mais un peu différent. Là, nous avons parlé de séries faites par l'industrie cinématographique et télévisuelle américaine. Nous avons souligné le caractère rigoureusement stupide, mal informé, délirant de ces gens. Et maintenant, nous allons revenir en France. Parce qu'en France, on en voit de bien belles aussi. Je vais citer deux cas, deux histoires qui ont donné lieu à deux films, où les héros au cinéma étaient deux noirs. Le premier, c'est un film intitulé L'Ascension, et le deuxième, c'était Intouchable.
Le premier, l'Ascension, avait pour héros, comment il s'appelle, Ahmed Silla. Et le deuxième, Intouchable, a eu pour héros Omar Sy. Or, les véritables histoires dont sont tirés ces films, ce ne sont pas du tout des héros blacks, pas du tout. C'est des rebeux. Dans le premier cas, l'Ascension, le héros, en réalité, s'appelle Nadir Dendoun. Hein, c'est un gars qui a gravi l'Everest. Et le deuxième, Intouchable, celui qui était un peu le héros qui a soutenu, aidé, etc., un handicapé, s'appelle Abdel Selou. Hein, voilà. Donc, deux histoires qui sont vraies à la base et que le cinéma français a transformé en deux mensonges. C'est-à-dire deux héros nord-africains, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la réalité, en héros blacks, qui ne sont concernés ni d'Ève ni d'Adam par le sujet. Alors, pourquoi cette aberration? La raison est assez simple, là encore, hein, en fait. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, partout en France, hein, dans le cinéma, dans la publicité, hein, regardez les publicités, qu'elles soient à la télévision, qu'elles soient sur des affiches imprimées dans les rues que vous pouvez voir, ou dans des, comment ça s'appelle, dans les revues, enfin, etc., dans les papiers publicitaires, etc. Vous voyez black et reblack. Pas de nord-africain, d'ailleurs il n'y a pas non plus de chinois, et je parle pas des roms. Hein. Bon, voilà, black. Voilà. Petite nuance pour quand c'est des hommes, c'est des black, quand c'est des filles, c'est plutôt des métis, hein, parce que black apparemment, ça ne leur convient pas, femmes black, c'est plutôt des métis. Voilà. On est en train de préparer de façon tout à fait psychologique une habitude de la présence noire partout. Puisqu'on la voit si massivement dans les rues, on la voit dans les bureaux, sur les chantiers, dans les écoles, enfin partout, dans les hôpitaux, etc. Il faut aussi les rendre visibles dans le cinéma, sous des formes très sympathiques, sous des formes les plus conviviales possibles. Je signale que c'est ce qui avait été fait dans le cinéma américain, hein, au point où dans le cinéma américain ça a atteint un niveau de folie où il n'y a plus un film sur, par exemple, le Moyen-Âge ou bien un péplum sur l'Antiquité, etc., où on ne met pas des Noirs. Pas des Chinois, hein, encore une fois. Hein. Pas de Chinois, pas de... Non, des Noirs. Hein. Il faut absolument que vous avaliez que dans l'Antiquité, l'Antiquité grecque, romaine, que sais-je, en Perse, n'importe où, que, par exemple, les croisades, la présence rebeux islamique en Europe, etc., c'était des blacks, toujours des blacks. Voilà. C'est donc à ça, entre autres choses, que servent ces falsifications. Hein. On exclut le vrai héros, c'est-à-dire, en l'occurrence dans les deux cas que j'ai cités, deux Nord-Africains, pour lui substituer du noir, du subsaharien. Pas du chinois, hein, pas du rhum, hein, du subsaharien. Voilà. Voilà à peu près où on en est. Alors nous allons terminer cette vidéo en évoquant
un autre cas qui est déjà un peu plus ancien, mais dans la même veine, et qui est tiré de la célébrissime bande dessinée Astérix, Astérix le Gaulois. Dans cette bande dessinée, pour ceux qui la connaissent, enfin quand je dis la bande dessinée, c'est une série de bandes dessinées évidemment, il y a eu plusieurs volumes. Dans cette bande dessinée, donc, il y a un personnage qui est un noir. Et ce noir, on l'appelle le Numide, c'est-à-dire le Nord-Africain, puisque Numide, c'est l'Afrique du Nord. La Numidie est une partie de l'Afrique du Nord, de l'Antiquité, de l'Empire romain. Et que, bien évidemment, il n'y avait pas plus de Noirs là-bas que de Chinois ou d'Aztèques. Et cette histoire est reconduite comme ça depuis, que sais-je moi, 30 ans, 40 ans. Je ne sais plus trop depuis quand a commencé la série. Enfin bon, ça fait plusieurs décennies, c'est certain. On reconduit cette aberration du black numide. Voilà. C'est-à-dire la falsification se niche à peu près n'importe où. Voilà. Et c'est pareil, comme pour tout le reste, jamais personne pour en faire une mention. Pour soulever le caractère absurde, mensonger, rigoureusement inexact de l'information. Voilà. Donc, vous voyez où tout cela se niche. Comme nous venons de le voir, l'hostilité ou la caricature qui frappe le Nord-Africain en général et l'Algérien en particulier s'est étendue à une large partie du monde occidental. Or, le foyer d'infestation se trouve bien en France et il s'agit là d'une des manifestations les plus vigoureuses de l'idéologie néo-AS qui sévit en France aujourd'hui et qui a distribué ses miasmes infectieux un peu partout en Europe et en Amérique du Nord. Cette hostilité, cette haine anti-nord-africaine se manifeste aussi, comme nous l'avons vu, d'une curieuse manière. Lorsqu'on ne peut pas diaboliser, on le fait purement et simplement disparaître. Nous avons montré ici l'exemple de 2 films de merde qui se sont inspirés ouvertement et clairement de 2 histoires réelles. Les gens du cinéma, dont on sait qui ils sont, se sont empressés de transformer le héros nord-africain en faussaire noir. Car si le nord-africain est méchant, insoumis, incontrôlable, le noir, lui, est gentil, soumis, docile. Comme le disait jadis une publicité, il y en a bon, banania. Cependant, ce qu'il y a de plus consternant dans cette histoire, c'est le comportement des 2 rebeux. Les 2 ont trouvé normal, incontestable et somme toute bienvenue qu'on falsifie leur histoire personnelle. Pour ces 2 Nord-Africains, formés et abrutis par l'antiracisme et finalement la honte de soi, il était normal qu'on falsifiât l'histoire pour prouver son antiracisme. Mais posons la question, si cette falsification avait été en faveur non pas de subsahariens, mais de Chinois, ou, horreur absolue, en faveur de Rome, une vague de protestation se serait aussitôt levée. Or, il s'est agi là de travestir la réalité en faveur des Noirs. Et dans ces conditions, tous les scrupules sont tombés. Pour les classes dominantes d'Europe de l'Ouest, mais aussi d'Amérique du Nord, les subsahariens représentent l'avenir d'une bonne partie du monde. Cette conviction a 2 raisons. Tout d'abord, la démographie démentielle de l'Afrique noire. Et ensuite, la nécessité de détruire définitivement toute identité historiquement fondée sur le temps long, la culture, la langue, etc. La démographie subsaharienne est ingérable pour les États, pour autant que ce soit d'authentiques États subsahariens. Par conséquent, les classes dominantes du monde capitaliste et impérialiste ont décidé que les subsahariens continueront de se reproduire sans frein et sans limite, et que les peuples d'Afrique du Nord et d'Europe devront, de gré ou de force,
assumer l'entretien. Mais outre la charge économique, sociale, etc., que cela représente, les peuples d'Afrique du Nord et d'Europe devront aussi disparaître par un mélangisme généralisé et, tôt ou tard, obligatoire. Quant à ceux qui auraient des doutes au sujet de nos propos, nous les prions de regarder la réalité telle qu'elle est d'ores et déjà, et ils y verront la nette confirmation de nos dires. Et on peut annoncer que la suite, si nous laissons faire, sera plus folle encore.